Vous devez faire un provisionnel, c'est parti. On sort nos dés et on y va. Bonjour, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia. Et comme on l'a déjà vu, on a déjà parlé du business plan, comment faire un business plan. Alors on a déjà dit, je vous rappelle dans une vidéo, qu'il faut éviter de faire des business plans, ça ne sert pas à grand-chose, notamment à cause de ça. Donc il faut plutôt éviter. Il n'empêche, si jamais à un moment vous avez besoin d'en faire un, eh ben, je me suis dit, allons-y, aidons-vous, vous aidez, hein, bref, on va vous aider. Donc, on a déjà fait une vidéo sur comment on rédige un business plan, toute la partie stratégie, comment on explique tout le business et on arrive à convaincre. Et puis, il reste la partie chiffres qu'on va voir aujourd'hui. Alors, d'où le fait que l'image est assez mauvaise parce que du coup, cette fois, je suis parti en visio sur une webcam parce qu'on va faire du partage d'écran et on va aller regarder un peu comment est-ce qu'on construit son business plan, comment est-ce qu'on arrive à projeter des chiffres et pourquoi on a besoin absolument de petits dés. Donc, c'est parti. Je lance le partage. Hop. Et bienvenue dans un truc qui ressemble à peu près à mon prévisionnel que j'avais fait il y a quelques années. Normalement, vous le voyez. On ne va pas regarder en si petit, hein. On va zoomer, mais juste en gros, là, c'est l'activité en 2016 et ensuite, j'ai projeté sur 2017 ou 2015 et j'ai projeté sur 2016, 2017, 2018. Donc, on se projette à 3 ans. On va aller voir un peu et quelques notions qu'on va aborder qui vont vous aider un peu à imaginer comment vous pouvez projeter vos propres chiffres dans l'avenir, en partant de là où vous êtes ou même si vous n'avez rien, à partir de zéro. Alors d'abord, comment ça va se construire? Alors là, ce que vous avez sous les yeux, c'est un tableau à la base de trésorerie, c'est-à-dire qu'on retrouve tous nos gains, comme on gagne de l'argent, et ensuite tous nos coûts. Les coûts directs d'exploitation, c'est combien ça coûte de faire le produit. Donc, à chaque fois qu'on a un client, on va devoir dépenser cet argent-là. Tout ce qui est RH, donc l'équipe, tous les frais fixes, les frais de fonctionnement, les frais de marketing, toutes les prestations autour, que ce soit juridique, R&D, propriété intellectuelle, les autres investissements. Et ensuite, on va voir toute la partie vous avez emprunté, il va falloir rembourser, donc il faut le comptabiliser parce qu'il faut avoir la trésor pour rembourser. Et derrière, vous avez toutes les entrées, toutes les sorties. Donc vous voyez déjà si vous êtes en positif ou en négatif sur votre cash flow. Donc si le compte en banque est suffisamment rempli ou pas, et les mois où vous perdez de l'argent, on voit que parfois il y a des négatifs. Et puis en dessous, on va avoir tout ce qui est financement en plus. Donc typiquement, si vous avez fait une levée de fonds, ça rajoute de l'argent, mais ce n'est pas du gain, ce n'est pas du CA. Et ensuite, du coup, on va voir vraiment la ligne de trésorerie. Alors, on peut calculer les impôts, on peut rajouter la TVA. Et derrière, vous avez votre ligne de trésorerie qui devient rouge naturellement. Si vous rentrez, là, on voit ici, alors je vais peut-être zoomer encore un peu plus. Et là, on est rouge. Ça veut dire qu'on n'a pas assez d'argent sur le compte. Ça va vous permettre de suivre votre trésorerie et de vous projeter, de savoir de combien d'argent vous avez besoin. Mais ce n'est pas un compte, ce n'est pas un vrai bilan parce que derrière, en fait, il y a des choses comptables qui viennent se rajouter. Alors, c'est là où on se dit, oulala, mais ça, normalement, ça, tout le monde sait le faire. On va voir un peu en détail qu'est-ce que j'ai mis dedans, quelles sont les règles que j'ai appliquées. Mais ça, tout le monde sait le faire vu que c'est que de l'entrée qui rentre et de l'argent qui rentre et de l'argent qui sort. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de complexité. Mais, dans la compta, il y a 2-3 petits trucs en plus à faire. Donc, on va voir en dessous. J'ai appliqué quelques règles qui permettent de le faire. Et en fait, on est quasiment à quelque chose qui est juste. On va voir comment s'applique le CA, comment il se calcule, notamment si on a des produits constatés d'avance. Et puis, on va avoir aussi tout ce qui est amortissement. Donc, il y a des choses qu'on va acheter à un instant T, mais elles vont nous servir dans le temps. Donc, il n'y a pas de raison qu'on les paye à 100% à l'instant T. On va pouvoir étaler ce paiement dans le temps, même si dans la trésor, ils sortent. Donc, c'est pour ça que la ligne de trésor, elle était au-dessus. Mais dans le bilan, pas forcément, parce que c'est un actif, on l'a, et donc il n'y a pas de raison de. Il a encore de la valeur, et donc on peut l'étaler. Bref, on amortit. Et donc, ça vous change parfois assez fortement les chiffres à la sortie. Et c'est après amortissement, notamment, qu'on va pouvoir aller voir quelles est vraiment vos recettes, vos dépenses et donc votre résultat d'exploitation. Là-dessus, on va calculer les impôts et donc on saura vraiment si vous avez gagné de l'argent, si votre entreprise est bénéficiaire ou si elle perd de l'argent comptablement à la fin du mois. OK, donc on va juste d'abord se concentrer sur la partie du dessus. La partie trésor qui est facile, et ensuite on verra comment on bricole celle d'en dessous. L'idée étant naturellement de poser une hypothèse. On met ses offres, on se dit combien elles coûtent et combien on compte en vendre, et ensuite on va les projeter dans le temps. Donc on va aller
mettre un démultiplicateur. On se dit que l'année 2, on va faire x2 et l'année 3, on va faire x3, par exemple. Et on va voir du coup combien ça nous amène de coûts, enfin combien on gagne d'argent en plus, mais aussi combien on a de coûts qui vont augmenter avec, comment est-ce qu'il faut faire évoluer l'équipe. Donc on va aussi décider, alors je l'ai mis dans un autre onglet RH, on voit par exemple l'équipe qui va grossir, donc au début il n'y avait personne, et puis avec le temps, ça grossit, et puis les salaires montent, et puis à la fin, il y a des tonnes de gens. Et bah, du coup, il faut bien gagner plus d'argent pour ça. Et en même temps, il faut avoir plus de gens pour gagner plus d'argent. Les frais de fonctionnement aussi grossissent. Hein. Les locaux ne sont pas les mêmes quand vous êtes 2 et quand vous êtes 10 et quand vous êtes 30. Et ainsi de suite. Voilà, tout ça. Et en fait, tout ce qui va arriver en haut, donc tout l'argent qui rentre, doit être justifié par une dépense en bas. Si vous n'avez pas augmenté votre flux marketing, il n'y a pas de raison qu'il y ait plus d'argent qui rentre. En tout cas, vous pouvez comme ça essayer d'équilibrer et essayer de prouver les choses. Donc, vous dites ce que vous faites, combien ça vous coûte et combien ça va vous rapporter en haut. Et ensuite, à la fin, vous allez voir si c'est quelque chose d'équilibré, ça vous permet de dégager du bénéfice. Bref, si votre boîte a de l'avenir. Et avec ce genre de tableau, vous arrivez après à convaincre un banquier, un investisseur. On va voir après. Ce n'est pas le truc. De toute façon, c'est toujours mieux à la fin d'avoir un comptable qui passe dessus, qui vous fait un truc propre pour avoir le Stumpfel comptable. Mais en vrai, le comptable, à 2 000 € près, il arrivera à peu près au même chiffre. Alors, on va le détailler. C'est le but du jeu aujourd'hui. C'est que vous soyez capable de construire votre propre tableau prévisionnel tout seul comme des grands. Alors, d'abord, les premières lignes, ça va être le CA, donc le chiffre d'affaires, ce que vous gagnez comme argent. Alors moi, je suis dans un cas particulier. Si vous vendez des voitures, bah, c'est le nombre de voitures et le prix des voitures. Donc voilà, c'est le produit que vous vendez. Si vous vendez des abonnements, il y a un peu plus de finesse. Et comme aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de gens qui vendent des abonnements, je sais bien qu'on a mis l'exemple de l'abonnement. Donc par exemple, pour Evopia, là, on a un abonnement à 1 mois et un abonnement à 12 mois. La petite finesse qu'il faut avoir, c'est que quand on vend un abonnement, alors on va laisser de côté pour l'instant le mensuel, on va partir directement sur l'annuel, donc on vend 12 mois, et donc quand la personne s'inscrit chez nous, elle paye 12 mois cash. Et je n'ai pas fait 12 mois de CA, donc si je l'ai vendu par exemple 100 €, je n'ai pas fait 100 € de CA. Parce que je n'ai pas encore livré de prestations. Donc, en fait, j'ai encore des coûts qui vont venir et en fait, je ne sais pas encore, ce n'est pas encore du résultat, ce n'est pas encore du chiffre d'affaires. Donc, pour que ce soit du chiffre d'affaires, il faut qu'on ait exécuté la prestation. Donc, pour l'instant, c'est des produits constatés d'avance. On a constaté que les produits rentraient et en avance, on les constate déjà, mais ils ne sont pas encore vraiment comptés. Ce n'est pas du CA. Et en fait, on va avoir une règle de calcul. Par exemple, nous, on dit un abonnement de 12 mois, bah, par exemple, vous pouvez simplement dire que tous les mois, ça coûte un 12e de l'abonnement. Voilà, c'est simple. Donc, ça veut dire qu'au moment où les gens l'achètent, bah, vous allez avoir en CA 10% de la somme. Donc, vous avez 10 € en CA et vous avez 90 € encore qui restent en produits constatés d'avance. Je vous le dis déjà là, en fait, ça va nous servir plus tard. En tout cas, voilà, vous allez avoir le prix d'un abonnement mensuel, le prix d'un abonnement trimestriel, le prix d'un abonnement annuel, sur lequel je vais mettre un démultiplicateur. Donc là, voilà, j'ai 112 €. On le voit en haut, hein, si vous regardez bien en haut, vous voyez la formule qui s'affiche. Donc 112 € fois un chiffre. Alors là, le chiffre, il n'est pas en dur, c'est une formule et je vais vous expliquer comment je l'ai construite. Et on a 37 €, 14 €. Alors, ce n'est pas du tout des prix véritables, hein, c'est des trucs qui traînent. Et donc, voilà, on a ce prix-là et ensuite, on va le multiplier par un nombre de ventes qu'on pense faire. Alors là, pour le coup, moi, mes ventes, pour pouvoir voir clairement, je les ai mises en dessous. Donc là, je me suis dit, voilà, je vais faire 20 abonnements annuels, 62 abonnements trimestriels et 108 abonnements mensuels, fois en haut, il est multiplié par le prix. Et donc, j'ai bien les produits que je vais récupérer grâce à ça. On va appeler ça CA pour l'instant, mais on est d'accord que ce n'est pas encore du CA. En tout cas, ça dépend lesquels. L'abonnement mensuel, c'est du CA. Il va être fait dans le mois, donc la prestation est rentrée. Donc voilà. Mais bref. Mais, deuxième petite, c'est pas très compliqué. Hein. Là, on reste vraiment que sur les entrées. Sur les entrées, il y a ces deux finesses-là. Un, l'étalement, effectivement. Et deux, il va y avoir la récurrence si vous êtes sur de l'abonnement. Donc, on va avoir par exemple l'abonnement mensuel. Vous savez quel est d'après vous, combien de gens vont rester le deuxième mois, puis le troisième mois, puis le quatrième mois. Ça, c'est votre taux de rétention. Et je vous rappelle que dans une entreprise, retention is king. Donc, la rétention, c'est le plus important. Il faut avoir de la rétention. Donc, moi, j'ai estimé aussi un pourcentage de rétention. Donc là, on voit que ma rétention, c'est
Le récurrent, j'ai pris le prix moyen, parce que là, j'ai fusionné les 3 abonnements. Je ne me suis pas embêté, donc c'est la moyenne de prix des 3 abonnements, fois AG14 qui est mon nombre de récurrences. Voilà, combien de clients vont reprendre un abonnement. Alors, en fait, normalement, on pouvait le faire beaucoup plus finement. D'ailleurs, vous n'avez pas normalement le même taux de rétention selon la formule. Donc voilà, là, je l'ai fait vraiment. En fait, j'ai fusionné des lignes parce que je ne voulais pas vous faire un truc trop compliqué. Mais je sais déjà aussi combien de gens vont rester. Et donc, je vais pouvoir le calculer. Alors là, j'ai mis des chiffres en dur, mais en fait, après, on va pouvoir faire une formule. Là, j'aurais pu aussi dire, je sais que par rapport au mois d'avant, j'ai 80% des gens qui restent. Donc, je fais 80% du mois d'avant, auquel je vais ajouter mes nouvelles acquisitions. Et en fait, ça me fait le nombre de ventes du mois. Et ainsi de suite. Après, il n'y a plus qu'à tirer. Et si vous faites progresser le taux de rétention, eh ben, ça va monter aussi. Donc voilà, après, c'est des règles Excel. Je ne fais pas de macro, je ne fais pas de règles compliquées. C'est des fois, c'est des plus, c'est des divisés. On est dans des choses très, très simples. Et donc, ça ne demande pas de savoir maîtriser Excel du tout. OK, une fois que j'ai fait ça, donc je sais quel volume je vais vendre ou retenir fois quel prix. Bon, bah, j'ai un pseudo CA. Hein. Et là, je fais 7548 au mois de mai 2016 et 5556 au mois de juillet. Et ensuite, pour la progression dans le temps, eh ben, je vais pouvoir dire que bah, je vais… alors voilà, là, j'ai fait un x2. Là, on voit la règle qui défile en haut. J'ai fait x2 en fait de V10, donc j'ai fait x2 de l'année d'avant. Donc oui, on était… Donc en gros, sur 2016, j'ai décidé de faire le double de 2015. Et si on va tirer ensuite, en 2017, on fait x3 par rapport à 2016. Donc voilà, c'est pas compliqué. Comment on choisit ce chiffre? Dans un premier temps, vous prenez vos dés. En fait, dans un premier temps, on s'en moque. Vous mettez un chiffre et ensuite, on va le faire varier selon les besoins. Parce que le but du jeu, c'est pas de trouver la vérité. On n'en sait rien, je l'ai déjà dit. Ça ne sert à rien. Un prévisionnel, c'est du pur vent. Par contre, il faut quels sont les chiffres qui vont faire que d'après vous, votre business va tenir et donc ils vont convaincre quelqu'un. Et c'est ça qu'on cherche. C'est juste à faire un tableau qui tient la route et qui soit cohérent. Et c'est ça que le banquier veut voir, c'est ça que l'investisseur veut voir. De toute façon, personne ne sait dire ce qui va vraiment se passer. Donc, par contre, ça vous fixe après un objectif. Vous savez ce que vous devez essayer d'atteindre et donc vous pouvez après chercher les moyens de l'atteindre. OK, donc voilà comment est-ce qu'on calcule son CA et son entrée de CA. Mais pour être sûr après que c'est le bon truc et que le chiffre ne sort pas de nulle part, il faut aussi voir quelles sont les dépenses qui vont en face. Et donc, on va arriver en dessous. Alors oui, là, j'ai rajouté des lignes parce que je voulais voir combien de clients ça faisait en volume pour voir quel était le nombre de clients. Bon, ça, c'est juste pour moi, pour le fun, ça ne sert à rien. Coût, enfin, si ça sert après, je me suis amusé à faire des règles avec ça. Mais bon, soit. Ensuite, on arrive au coût d'exploitation. Donc, le coût d'exploitation, c'est par exemple, si vous vendez une voiture, ben, il faut d'abord l'acheter, la voiture, en fait. Et vous ne vendrez jamais une voiture si vous ne l'avez pas achetée avant, donc il va falloir… Voilà, il faut la livrer. À chaque fois que vous vendez une voiture, il faut la livrer. Donc, vous savez que vous avez un coût de transport en plus. Je prends le cas d'Epopia. Donc, Epopia, on fait des aventures par courrier pour faire lire et écrire les enfants. À chaque fois qu'on a quelqu'un qui s'abonne, on sait qu'on va devoir avoir du matériel parce qu'il y a du papier, qu'on va devoir de la main-d'œuvre parce qu'il va falloir l'imprimer, le mettre sous pli, de l'affranchissement parce qu'il va falloir l'envoyer par la poste. On a aussi tout ce qui est logistique de réception. On va recevoir la réponse de l'enfant. Il va falloir le traiter. Donc, tout ça, c'est des coûts qui sont variables. On est variable, c'est à chaque client, j'ai ces coûts-là. À chaque fois qu'ils utilisent mon service, j'ai ces coûts-là. Donc, voilà, et c'est le variable. Dedans, donc, effectivement, dans mon exemple, on y retrouve effectivement mes matières premières qui varient selon mon nombre de clients utilisateurs, ma sous-traitance à la voix, ma sous-traitance à la réception, ma logistique d'affranchissement, donc les frais de timbre, et mon TPE, donc parce que vous avez fait du paiement en ligne, bah, vous avez passé par un service de paiement en ligne qui vous prend un petit pourcentage de type, alors que ce soit la banque ou Stripe ou PayPal ou ce que vous voulez, et bah, il va falloir payer aussi votre petit pourcentage. Et donc, c'est bien variable à chaque fois qu'il y a une vente, donc c'est selon les ventes. Et si vous faites 10 000 € de vente, vous aurez un pourcentage de ces 10 000 €. C'est vraiment du pur variable. Le variable, c'est cool. Le variable, c'est cool, mais si vous êtes dans un produit scalable, donc une startup, et je rappelle, on a déjà vu dans une vidéo, une startup cherche à faire un produit scalable, cherche un business model scalable et répétable. La scalabilité, le but, c'est que ce variable soit le minimum possible. Ça ne veut pas dire que ça ne doit rien coûter, ça veut juste dire qu'il faut essayer de mettre un maximum de choses en frais fixes. Si avoir 1000 clients ou avoir 100 000 clients vous coûte la même chose, quasiment, parce que c'est la structure en dessous, elle est un peu plus lourde, mais ça ne change pas beaucoup par client, et ça veut dire que vous pourrez scaler le modèle.
Si à chaque fois que vous avez un nouveau client, vous devez embaucher quelqu'un de votre côté, typiquement une société de service, et votre modèle n'est pas du tout scalable vu que le gros de vos sociétés de service, 90% des coûts sont l'équipe. Et donc, si vous regrossissez l'équipe à chaque client, en fait, vous avez un produit complètement non scalable. C'est 100% variable, en gros. Donc, votre but, il va être que ce variable, si vous faites une startup, ce variable soit le minimum possible. Et pas minimum possible en termes de chiffre, mais en termes de pourcentage. Alors, on voit là la marge brute. Qui se calcule en dessous, pourcentage de CA par rapport aux charges directes. Donc moi, chez moi, j'ai un 30% de variable sur ce prévisionnel, ce qui est pour une startup pas ouf. Ça veut dire on cherche encore la scalabilité, on n'y est pas encore, on y travaille. Mais c'est pas dégueu non plus. On n'est pas non plus à 90% de variables comme une société de service. OK, et en dessous, on va avoir les frais fixes. Les frais fixes, ça va être d'abord l'ARH. Alors l'ARH, j'ai tout cumulé en une ligne parce que derrière, j'ai fait un autre onglet RH que je vous ai déjà montré tout à l'heure où j'ai tous les postes que j'ai prévu d'ouvrir dans le temps. À chaque fois en face, je mets un salaire et puis ce salaire, il va monter dans le temps et puis on voit les embauches, donc les colonnes qui se remplissent. Et tout ça, ensuite, petite règle, je vais les sommer et je les envoie dans mon tableau ici, dans mon total RH. Donc voilà, le salaire j'ai les salaires nets, les charges patronales, les charges salariales. Pareil, les histoires de pourcentage, combien ça fait entre le brut et le net et combien est-ce qu'il y a de charges dessus. Vous allez sur Google, vous tapez charge salariale, charge patronale, vous trouvez le pourcentage qui est un truc du genre 30% et 40%, ou je ne sais plus. Là, je vous le dis au hasard, mais en vrai, j'ai fait le calcul quelque part ici. J'ai fait des règles de calcul par rapport aux salaires qui sont au-dessus. Il y en a un qui est trimestriel, l'autre qui est mensuel. Enfin voilà. Vous étalez ça dans votre Excel très tranquillement et vous avez vos coûts d'équipe. Frais de fonctionnement, c'est pareil, ligne à ligne. Alors, frais de déplacement, hébergement, est-ce que j'ai prévu de me déplacer? Est-ce que je dois payer des hôtels? Typiquement, si vous avez des vendeurs ou ce genre de choses, des VRP. Donc, voiture, essence, loyer, charge, est-ce que vous avez des locaux? Ça, vous arrivez normalement à prédire quels sont vos locaux, quel est votre loyer et comment ça va grossir dans le temps. Si vous doublez l'équipe, vous pouvez déjà doubler les loyers. Et voilà. Donc ça, c'est facile à prévoir et donc à tirer. Donc voilà, je pose 800 € de loyer parce qu'au début, je suis en pépinière. Et puis, en grandissant, à un moment, on va sortir la pépinière et donc je vais me trouver avec 2500 € de loyer parce qu'on est une plus grosse équipe et qu'il faut des plus gros bureaux. Et ensuite, l'équipe grossit pas tellement ou alors on fait du télétravail, donc j'ai arrêté de la faire grossir. Voilà, ça c'est à vous après de chaque ligne, quel est votre prix de départ et ensuite comment vous le faites évoluer dans le temps selon votre stratégie. Vous avez embauché des gens, vous faites plus de ventes, vous avez besoin de plus de choses. Et c'est ça, c'est là où en fait tout votre business plan théorique, stratégique se réduit en chiffres. Toute action que vous faites a un coût. Toute décision que vous faites se voit dans ce tableau à une ligne ou à une autre. Il n'y a pas le choix. Les assurances, enfin, après il y a plein de choses, hein. Voilà, les services bancaires, le comptable, le commissaire au compte s'il y en a besoin, enfin ce genre de choses, les frais de téléphone, les frais postaux, les abonnements en tout genre, les formations. Vous pouvez mettre beaucoup de choses. Il n'y a pas forcément besoin d'en mettre des tonnes au début. Moi, ça m'amusait. Donc, moi, j'ai rempli vraiment le détail. J'ai essayé de le faire. J'ai compté les trombones, mais ce n'est pas forcément une très bonne opération. Encore une fois, c'est une perte de temps. Donc, pas besoin d'aller dans un détail trop fou. Et ensuite, ça, c'est un truc qui m'intéresse plus, notamment si vous avez une démarche marketing active. Vous n'êtes pas dans un truc où les clients viennent à vous tout seuls. Eh bien, il va falloir investir dans cette démarche marketing. Est-ce que vous faites des salons? Donc, salon, combien ça vous coûte de prendre un stand, combien de l'équipe vont y aller, donc il va falloir déplacer, héberger, nourrir. Les frais de communication, vous devez faire des tracts, vous devez faire une pub, vous devez faire une vidéo. Tout ça, ça a un coût, développer un site web. Donc, combien vous allez investir mois par mois? Et alors là, vous pouvez vraiment faire le détail. Je sais qu'à tel mois, il y a le salon de ceci, tel mois, il y a le salon de cela. Pour ça, je vais devoir avoir un stock de 5000 € de goodies en tout genre. Je vais devoir, voilà, vous pouvez comme ça définir un peu ce que vous allez vraiment faire dans votre année et le chiffrer. Et vous pouvez mettre tout et n'importe quoi. Vous pouvez mettre les pubs, les AdWords, les Facebook, tout ce que vous voulez, ça peut se retrouver là-dedans. Et naturellement, à chaque fois que vous investissez là-dedans, si vous investissez plus, ne retrouvez pas en haut, en CA, avec pas plus. Si vous investissez le double, cherchez au moins à avoir le double là-haut. Il faut qu'il y ait un rapport. C'est là où votre tableau doit être cohérent. Il faut que vous expliquiez en fait par où vient l'argent. Donc, quelles dépenses vous avez mis en face de chaque entrée. Ensuite, autres dépenses.
Donc, plus annexe, mais on va retrouver des prestations externes en tout genre, que ce soit études de marché, conseil juridique, appli web, je sais pas, après ça dépend de vous, vous pouvez mettre ce que vous voulez, attaché de presse, agence de com, si vous voulez de la R&D, si vous avez des gros frais d'R&D, ça peut aller là. Si vous achetez, vous déposez des marques tout le temps, beaucoup de PI à l'INPI, ça peut aller là. Vous payez des brevets. Autre investissement productif, alors là, c'est carrément si vous allez acheter de l'immobilier, donc si vous construisez vos bureaux, si vous avez des voitures, voilà, tout ça, ça va aller là-dedans. Et ensuite, si vous avez emprunté à la banque, eh ben, combien vous avez emprunté. Donc, il y a les remboursements. Donc, combien, en fait, ça, la banque vous file un tableau d'amortissement. C'est ça que vous rentrez là-dedans. Combien vous remboursez de capital chaque mois pour chaque prêt et combien vous payez d'intérêt chaque mois pour chaque prêt. Voilà, vous mettez aussi les frais de dossier au début, la première fois, et puis c'est parti. Vous savez combien vous allez devoir rembourser et donc vous ne vous retrouvez pas à court de trésorerie pour payer un truc qui est prévu. Et une fois que vous avez rempli tout ça, donc je vous l'ai dit, à chaque fois, vous ne mettez pas juste un chiffre, hein, vous le faites pour tous les mois et ensuite, vous décidez comment ça progresse dans le temps. Le loyer était une très bonne manière de le présenter, mais ça marche avec tout. Sachant que, qu'on soit clair, des frais qui diminuent, ça n'existe pas. Donc, il va falloir avoir une sacrée bonne excuse pour expliquer que votre assurance descend, que votre loyer descend ou que vos frais de marketing descendent. C'est des choses qui ne font que monter. Donc, dans le temps, la question, c'est à quelle vitesse vous voulez monter. Ce n'est pas est-ce que vous arrivez à faire des économies. Si vous faites des économies, comme ça va monter, en fait, vous allez réussir à les faire monter moins vite. Vous allez difficilement les réduire ou les faire disparaître. C'est quand même très, très rare. Ou alors, vous revendez toute la flotte de voitures et vous arrêtez d'avoir des voitures. Voilà, en gros, ça demande un pivot assez important pour un pivot marketing ou un pivot de fonctionnement, un pivot logistique. Mais vous ne pouvez pas avoir des choses qui descendent sans avoir fait une décision stratégique importante. Donc, les décisions stratégiques se voient dans ce tableau. OK, on a fait ça et donc on voit chaque mois combien d'argent est rentré, chaque mois combien d'argent est sorti et donc on peut voir si on est positif ou négatif. Et ça fait déjà plaisir. Mais là-dessus, on va avoir encore de l'argent en trésor parce qu'on a levé des fonds, parce qu'on a fait un emprunt, parce qu'on a touché une sub, parce qu'on a un apport exceptionnel, parce qu'on a mis de l'argent en compte courant d'associé. Vous pouvez avoir plein de raisons. Vous avez remis de l'argent au capital. Tout ça, ça se retrouve là-dedans. C'est des entrées particulières. Allez, nous, on va faire une levée de fonds de 2 millions d'euros. Alors, je vais y arriver. Non, il ne veut pas que j'écrive dedans. OK. Bon, c'est pas grave, mais bon, vous mettez ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que j'ai réussi à faire. Et donc, derrière, on va avoir notre cash flow mensuel qui est calculé, la trésorerie disponible. Et donc, on peut voir qu'on a assez d'argent en compte en 2016. Et qu'après avoir fait tout ça, je vois qu'en 2017, pof, en novembre 2017, je suis à la cave. Et ce n'est pas possible de présenter un dossier où vous avez prévu d'avoir un déficit, avoir un trou de trésorerie. Donc, si je suis à la cave, eh ben, il va falloir que je prenne des décisions. Soit je décide que je gagne plus d'argent les mois d'avant, soit je décide que j'arrive à couper des frais. Bon, bah, finalement, on ne va pas faire tel salon, et du coup, j'arrive à remonter ma trésor. Ou alors, vous allez décider que vous allez aller chercher un emprunt bancaire cette année-là de tel montant qui vous permet de passer le cap et pas de passer le cap à zéro, hein, parce que les choses ne vont jamais se dérouler comme vous l'avez prévu. Donc, vous prenez un peu de marge. Si vous êtes à moins 20, vous mettez plutôt, vous avez besoin plutôt de 40 000 euros pour être sûr de passer crème ce passage difficile. Mais toute ligne rouge doit être solutionnée et c'est là que vous allez réinterroger tout ce que vous avez fait au-dessus. Ceci étant fait, vous avez un tableau de trésorerie et vous avez à projeter votre trésorerie et vous arrivez à voir que à 3 ans, donc j'ai fait un x2 puis un x3, hein, c'est ça jusqu'en 2018, je crois, quelque chose comme ça, j'ai en trésorerie à la sortie 3 millions d'euros qui se baladent. J'ai plus trop de rouge à part le petit trou de 22 000 euros, donc c'est pas trop affreux et ça doit pouvoir se régler d'une manière ou d'une autre, pas trop méchamment. Un petit emprunt ou n'importe quoi, voilà, il y a un truc à faire. Même un emprunt relais, enfin, c'est vraiment rien. Il ne faut pas trop s'embêter. Mais ça ne me dit pas si ma boîte a un résultat intéressant parce que les gens ne veulent pas que la boîte ait une trésorerie positive. C'est facile d'avoir une trésorerie positive. Si vous avez levé à 2 millions d'euros, il y a 2 millions d'euros dans les comptes. Si vous ne dépensez pas vite, OK, vos comptes restent positifs. Ça ne veut pas dire que vous gagnez de l'argent, ça ne veut pas dire que vous êtes un business intéressant. Donc, on va aller regarder un peu plus près le compte de résultat. Et donc, c'est là qu'on va faire attention à cette petite finesse, notamment si vous avez des abonnements. Et là, on va prendre un exemple. Donc là, on va mettre un exemple en avril 2016. Mon abonnement de 12 mois, eh bien, je vois que en fait,
en avril 2016, sur les abonnements de 12 mois, je ne touche pas l'argent que j'ai pris, donc je ne touche pas, mais je remonte tout en haut. En 12 mois, on avait fait 21 882 €, et pourtant, ici, j'ai 13 000. C'est vachement moins. Mais pourquoi? Parce que c'était des produits constatés d'avance et qu'en fait, le CA réalisé, ça va être, accrochez-vous bien, ça va être, bah alors, alors là, moi, je n'ai pas fait une règle d'un douzième, hein. Je ne l'ai pas coupé en 12, c'est un peu plus compliqué, mais si on disait un douzième, et ben, en fait, vous avez un douzième de ce que vous avez au-dessus, donc des 21 000 €, mais un douzième aussi de ce que vous avez chacun des 11 mois précédents. Donc, vous prenez la somme, enfin, ouais, vous prenez le volume de vente, c'est pour ça que j'ai fait cette ligne où il y a le nombre de ventes qui est à part. Je prends mon nombre de ventes fois un douzième du prix de vente, et ça, c'est le CA réalisé en avril 2016. Donc oui, en avril 2016, je réalise le CA du premier mois des abonnements 12 mois vendus en avril 2016, mais je réalise aussi le CA du deuxième mois des abonnements de mars 2016 et le troisième mois des abonnements de février 2016. Vous avez compris la logique. C'est pareil pour les 3 mois, sauf qu'au lieu d'être étalé sur 12, c'est divisé en 3 mois. Alors là, moi, c'est pas une règle de 33, mais de 4, 3, 3. Et le mensuel, par contre, il est bien réalisé le mois même. Donc, on était à 4 900 ici, et en haut, on était à 4 902 aussi. Donc, c'est bien logique. Là, on s'y retrouve. Là, c'est comme une vente normale. Vous encaissez et c'est du CA réalisé immédiatement. Et donc, j'ai donc un CA de 61 000 € alors que j'avais un encaissé là-haut de 62 000 €. Donc, on n'est pas très loin parce que les chiffres n'ont pas beaucoup varié. Ça revient à peu près au même. Mais ce n'est pas forcément le cas, notamment si vous avez, par exemple, une saisonnalité forte. Nous, on vend beaucoup à Noël. Pof. Donc, je vais me retrouver à Noël avec un CA de 100. Alors, où est Noël? Décembre. Voilà, on a un CA de 84 000 €. Or, en haut, en décembre, j'avais 163 000 € de produits constatés d'avance. Et en fait, là-dedans, enfin, j'avais 163 000 € d'entrée. Et il n'y en a que la moitié qui est vraiment du CA réalisé parce que j'ai fait beaucoup plus de ventes que les autres mois, sauf qu'une partie de ces ventes vont faire du CA qui va s'étaler dans les mois suivants. En gros, c'est un peu l'amortissement, mais à l'envers. Pour les entrées d'argent. Donc ça, c'est pour les entrées d'argent. Et puis pour les sorties d'argent, bah, c'est ce qu'on vient de dire, c'est la question des amortissements. Donc la plupart des choses, c'est juste une somme, hein. Votre loyer, vous le payez bien ce mois-là et il est consommé ce mois-là et il n'y a pas de problème. Mais il y a des choses qui vont s'étaler. Par exemple, qu'est-ce que j'ai bien pu étaler comme chose? Bah, la R&D. Si vous faites de la R&D en général, typiquement, ou même les prestations externes, enfin, en général, tout ce qui est un peu en dessous, et bah, c'est des choses qui vont s'étaler dans le temps. Même marketing commercial, si on a investi dans un salon et que j'investis 20 000 € dans un salon parce que je prends un énorme stand et j'ai plein de mon équipe qui est mobilisée et qu'on a plein de goodies et tout ça, voilà, c'est une journée qui va nous coûter 20 000 €. J'ai dépensé 20 000 € pendant mon mois de décembre. Je suis parti sur décembre, sauf que les clients que je vais rencontrer ce jour-là, et pendant ce mois de décembre, je vais les convertir en janvier, en février, en mars. Il y en a une partie qui sont des prospects que je vais encore travailler pendant toute l'année et que je vais convertir qu'en décembre de l'année suivante. Mais ce sont des fruits de cette journée de travail-là et de cet argent-là. C'est bien ces 20 000 € qui m'ont permis de faire ce CA futur. Et donc, bah, il faut avoir une règle de calcul. L'important, la règle de calcul, vous mettez celle que vous voulez. Il n'y a pas de règle fondamentale. Si, il y a des étalements à 3, 4 ans, enfin, il y a quelques règles, mais l'important, ce n'est pas quelle règle vous appliquez, c'est d'être cohérent. Si vous ne pouvez pas tous les ans, selon comment ça vous arrange, changer la règle. Si vous dites qu'un salon, ça s'étale sur un an, et ben, un salon, vous l'étalez toute votre vie sur un an, et donc ça reste cohérent et lisible. Et donc, effectivement, je vais avoir 20 000 € de dépenses en décembre 2016 sur le marketing. Mais en fait, je ne vais pas les retrouver. Alors là, ce n'est pas le cas, hein, mais je ne vais pas les retrouver tous ici. Donc ici, je vais avoir que 4 000 parce que j'en ai 1 000 aussi là, 1 000 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 là. Et je les amortis dans le temps. Ces 20 000 €, je les ai dépensés en trésor. Ils sont bien sortis de la trésor, hein, au-dessus dans ma ligne orange. Ils sont bien sortis. Mais dans mon compte de résultat, en fait, j'estime que je n'ai dépensé qu'une partie de cet argent à ce mois-ci et que j'en dépenserai. En cas, il a encore une valeur, il va encore me ramener de l'argent, donc il a encore une valeur et donc je l'amortis dans le temps. C'est comme une voiture. Une voiture, si elle vous sert 4 ans, il n'y a pas de raison de dire qu'on la paye tout le jour J. Vous allez en payer, vous pouvez l'étaler sur 4 ans. Et donc l'amortir dans le temps parce qu'elle vous sert pendant ces 4 ans. C'est exactement l'inverse du produit constaté d'avance et du chiffre d'affaires. C'est dans l'autre sens pour les charges, tout ce qui vous coûte. Voilà, et donc une fois que vous avez étalé ça, en fait, ça veut dire aussi que vos dépenses, elles ne vont pas être les mêmes que celles que vous avez mises au-dessus.
Et c'est là que c'est magique, et c'est là que c'est l'écriture comptable, tout ça. Ça fait qu'en fait, vous allez retrouver avec beaucoup de dépenses, mais en fait, à la fin, vous n'êtes pas si négatif que ça. Alors, on l'a vu avec les produits constatés d'avance, ça vous fait aussi beaucoup d'entrées, mais à la fin, vous n'êtes pas si positif que ça non plus. Et c'est pour ça que c'est vachement bien de faire ce calcul-là pour voir où on en est à la sortie. Donc, j'ai mes recettes comptables, mes dépenses comptables et donc mon résultat d'exploitation. Et c'est sur ce résultat-là qu'on va décider si on paye des impôts ou pas. Donc, les impôts, ils ne se payent pas sur le cash flow, sur le fait qu'on ait dépensé ou rentré beaucoup d'argent ce mois-ci. Ils se payent sur le fait qu'on ait eu du chiffre d'affaires et donc des dépenses amorties sur ce mois-ci. Et donc, c'est là qu'on va pouvoir calculer. Alors là, comme je suis en négatif, et ben, du coup, il n'y a pas d'impôt, mais c'est là que vous allez poser vos impôts avec le pourcentage. Vous tapez IS, quel est le pourcentage, et hop, vous le mettez là-dedans. Je dois avoir la règle quelque part qui se balade. Donc voilà, là, j'ai mis. Alors, il y a un effet de seuil. Donc, en dessous d'un certain montant, il n'y en a pas, et puis au-dessus, il y a un autre montant. Bon, je ne sais pas où c'est que je l'ai mis, ce truc-là. Mais il y a un effet de seuil, voilà. Et ensuite, eh ben, ce montant-là d'impôt, je l'ai remonté d'ailleurs en haut dans impôt sur les sociétés, donc il va aussi être compris dans mon calcul de trésorerie. Est-ce que vous avez assez en trésorerie pour payer l'impôt? Parce que si vous avez dépensé 100% de ce que vous avez récupéré, vous n'avez pas assez d'argent en trésorerie pour payer l'impôt que vous allez payer sur ce que vous avez gagné. Donc, le tableau de trésorerie sert vraiment à ça. Et donc, vous avez votre résultat à la fin de l'année, qui est de moins 57 000 en début 2016, qui va être de moins 64 000, moins 19 000. Et là, vous dites, OK, j'ai tiré 3 ans et j'ai un résultat négatif. Comment est-ce que j'arrive à convaincre un banquier de me suivre alors que mon résultat est aussi dégueu? Alors, je vous précise, hein, bon père de famille, le but de l'entreprise, c'est effectivement qu'elle ne perde pas d'argent et qu'elle en gagne, sinon elle est morte. Mais quand on parle de start-up, il y a souvent des phases d'investissement où on perd de l'argent. Ça ne veut pas dire qu'on n'en gagne pas. Une start-up, elle doit chercher à vendre vite, donc elle doit faire du CA rapidement. Par contre, ça ne veut pas dire qu'elle a un compte équilibré, parce qu'en général, elle investit beaucoup en R&D, elle investit beaucoup dans son produit, elle investit beaucoup en marketing, elle cherche à grossir. Ça demande des dépenses, ça demande souvent plus de dépenses que ce qu'on en rend, vu que c'est des dépenses pour en gagner encore plus après. Donc, elle investit très clairement beaucoup. Et comme elle investit beaucoup, elle a souvent un bilan, à la fin, un résultat qui est négatif. Mais c'est un résultat qui est négatif parce qu'il construit dans l'avenir. Donc, ce n'est pas grave. Il n'empêche qu'un banquier, un investisseur peut être refroidi s'il se dit « Ok, mais à 3 ans, vous êtes toujours négatif, ça ne va pas. » Et donc, c'est là où vous dites bon, finalement, ce que j'en déduis, c'est que le x3, c'était peut-être pas suffisant. Donc, en fait, là, il faut peut-être mettre un petit x4, hein, parce que sinon, je ne vais jamais réussir à convaincre qui que ce soit de me suivre. Alors, activer la modification, c'est pour ça que je ne pouvais pas tout à l'heure. Ah, et ça m'a tué mon partage d'écran, mais je suis de retour. Même pas peur. OK, on était là et on disait que notre x3 n'était pas suffisant. Et donc, on va prendre par exemple les 12 mois et on va lui dire x5. Paf. Et donc, hop, je tire ma règle jusqu'au bout. Pouf, tous mes chiffres montent. C'est magique. Je descends en bas pour voir quel est l'impact de ce x5. Et l'impact, c'est que je gagne de l'argent. Voilà, je suis passé de moins 15 à plus 114 000. Alors, ce n'est pas si magique que ça, parce que alors, du coup, on a vu qu'il y avait des coûts variables. Donc, ceux-là, ils ont monté avec. Hein. Je n'ai pas juste mis plus d'entrées et on s'en fout. Il y a bien des coûts qui ont monté avec. Par contre, il faut se demander, OK, mais si j'ai x5 et plutôt que x3, est-ce que ça change la taille de mon équipe? Est-ce que ça change du coût du loyer? Est-ce que ça change mon investissement marketing? Qu'est-ce que je mets en place? Est-ce que j'estime que ce que j'avais mis en place, j'avais été un peu faible avec cet argent-là? Les 30 000 là, d'octobre, en vrai, ils n'allaient pas rapporter x3, ils allaient rapporter plutôt x5. Donc, est-ce que je change mon interprétation des dépenses que j'ai faites ou est-ce que ça veut dire qu'il va plutôt falloir que je dépense un peu plus? Donc là, je m'étais arrêté de dépenser, mais en fait, je vais encore dépenser un peu plus. Et donc, c'est ça qui va faire dans le temps, qui va faire que j'y gagne. Et donc, du coup, comme j'ai dépensé un peu plus, j'ai reperdu un peu plus. Mais il est amorti. Donc, du coup, je n'ai fait plus que 107, donc j'ai perdu 10 000 euros. On voit bien que mon 50 000 euros, c'est bien amorti dans le temps. Mais je suis positif et c'est déjà vachement plus joli comme histoire que je dessine. Le corollaire, c'est que, alors là, avant, j'étais déjà en positif. Hein. J'étais à 100 000 de positif, mais je suis passé à 400 000 de positif. Pourquoi? Parce que j'ai mis un démultiplicateur. Sauf que comme il démultiplie par rapport à un chiffre précédent qui maintenant est plus haut, ça a augmenté aussi mes années suivantes. Donc, est-ce qu'il faut que je revoie la baisse? Est-ce que c'est déraisonnable? Bref, vous jouez. C'est là où tout ça, ça s'appelle prendre des dés, regarder le sens du vent. Vous ne faites que jouer avec les chiffres jusqu'à trouver un résultat qui soit crédible.
pas juste, pas correct, pas qui veuille dire quoi que ce soit, qui soit crédible et vous arrivez à le justifier. Si quelqu'un vous dit « Ok, vous dites x2, comment vous faites x2 ?» Eh ben, vous pouvez montrer dans le tableau que là, vous faites telle dépense, là, l'équipe grandit bien en conséquence. La structure est bien adaptée à faire ce x2 et vous avez bien mis les moyens pour faire ce x2. Si vous arrivez à justifier et à dessiner une histoire, alors votre prévisionnel tient la route. Voilà. Comment on fait un prévisionnel et pourquoi ça revient à jouer au dé. Alors derrière, j'ai mis mes factures dedans pour pouvoir vraiment suivre le truc. D'ailleurs, on peut avoir le résumé qui vous sort un tableau comptable un peu plus simple et un peu plus explicite pour des gens qui veulent voir où vous en êtes plutôt que de se taper le grand tableau de trésorerie. Donc voilà, et ça nous permet typiquement le genre de tableau qu'après on va pouvoir mettre dans un prévisionnel pour dire aux gens voilà où on en est. Je dis bien au début, parce que très vite, il vaut mieux avoir un truc fait par un comptable, mais pour démarrer, c'est très très bien. Et si vous voulez comprendre vos chiffres, comprendre la mécanique des chiffres de votre boîte, faites cet exercice-là et c'est cool. Même si ce n'est pas une bonne pratique et vous n'avez pas besoin de ça pour faire fonctionner votre entreprise. Voilà, j'espère que cette petite présentation très détaillée et pourtant j'ai essayé de garder les choses très simples avec que des formules très simples, a été clair pour vous. Si c'est le cas, partagez cette vidéo avec ceux autour de vous qui galèrent avec ces chiffres et qui n'arrivent pas à comprendre comment est-ce qu'on arrive à projeter, à construire un prévisionnel pour son entreprise et qu'est-ce que veut dire chaque chiffre. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions par rapport à des points de tout ça, à me les poser en commentaire et j'y répondrai en commentaire. Il n'y a pas de problème. Donc partagez cette vidéo. J'essaierai de vous mettre aussi dans la description de la vidéo un template vide de ce dossier. Comme ça, vous pourrez faire vos propres bricolages en ayant des noms de colonnes et de lignes et tout ça et voir à peu près à quoi ça ressemble. Vous pouvez le modifier dans tous les sens. Moi, j'ai un bilan comptable qui va de mars à mars et pas d'avril à mars et pas de décembre à décembre. Donc, c'est pas pratique pour le coup, mais vous repétez les colonnes, vous recommencez. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, vous l'avez en description. Et puis, abonnez-vous pour ne pas louper la prochaine vidéo qui va être sur une autre question que vous vous posez et qui vous fait perdre beaucoup de temps. Et on va essayer de la résoudre très vite pour que vous puissiez avancer dans votre projet. Voilà, merci beaucoup et à très vite pour de nouveaux conseils. Ciao!